Écoutez, on va démarrer. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire donc autour des états hypothécaires. Alors peut-être d'abord, je vais bien m'assurer que tout le monde nous entend. Si vous pouvez peut-être nous faire un petit message. Oui, voilà, tout est OK, parfait. Bon, je vois que tout le monde nous entend. Donc je me présente, donc je suis Benoît Mayor, directeur des opérations chez Géofoncier. Donc ces 3 dernières semaines, là, on vous a proposé donc plusieurs webinaires autour de l'utilisation de l'outil de commande d'état hypothécaire par Géofoncier. Et donc aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu notre fusil d'épaule, donc de prendre un petit peu de hauteur. Et pour cela, donc nous allons faire appel à Monsieur Michel Chaguet, donc qui est présent avec nous, donc qui est un ancien chef de contrôle de service de la publicité foncière. Alors certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà, puisque il est déjà intervenu à certaines universités d'été de géomètre expert. On va profiter de son expertise. Donc, on vous propose ce webinaire en 2 parties. Une première partie où on va laisser la parole donc à Michel, qui va nous détailler un petit peu plus comment faire une demande, quelles sont les informations principales qu'on peut trouver sur un état hypothécaire. Alors, ce que je vous propose au cours de cette phase, c'est de laisser Michel faire sa présentation. Si vous avez quelques questions, si vous pouvez les garder plutôt pour la fin, donc qui sera la deuxième partie de ce webinaire, où on essaiera de parcourir toutes vos questions. Voilà, après, si vous avez une question qui est vraiment pile à ce moment-là, on essaiera de s'interrompre. Mais je voudrais quand même essayer de laisser Michel faire sa présentation d'un bout à l'autre. Voilà, parce je pense qu'il a beaucoup d'informations à nous partager. Voilà, je vais laisser maintenant la parole à Michel pour démarrer. Oui, merci Benoît. Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Chaguet. Je travaille dans la publicité foncière depuis 42 ans et j'étais chef de contrôle de service de publicité foncière pendant 26 ans. Le chef de contrôle, c'est un peu le conseiller technique du comptable des finances publiques qui est en charge du service de publicité foncière. Vous avez le pendant au service du cadastre et c'est le technicien, si vous voulez. Donc, ce qu'il faut bien comprendre quand le service de publicité foncière vous délivre une réponse à une demande de renseignement, c'est parce que vous avez fait une demande d'une part, et donc c'est une demande écrite, un paiement forfaitaire, c'est vous qui fixez les paramètres et en fonction des paramètres que vous fixez, on vous délivre des réponses. Et donc, la réponse est composée de 2 parties. Vous avez en première partie, vous avez les fiches du stock. Qu'est-ce que c'est le stock? C'est les images numérisées des fiches carton que le service de publicité foncière a tenues manuscritement depuis le 1er janvier 1956, qui est la mise en place du fichier immobilier, jusqu'à la date d'informatisation du service de publicité foncière interrogé. Avant le fichier immobilier, donc avant le 1er janvier 1956, existait le répertoire. Le répertoire, sa faiblesse, c'était une documentation purement personnelle. Vous ne pouvez accéder au répertoire que par le paramètre personne. Qui est-ce qui détient le répertoire? Ce sont les archives départementales de chaque département. Et pour Paris, c'est une particularité, les archives antérieures au 1er janvier 1956 sont versées dans un service de publicité foncière qui est à Auxerre, qui les garde 50 ans de plus. Ce n'est qu'au bout de 100 ans que pour Paris, les documents sont versés aux archives départementales de Paris. Donc pour tous les autres départements, vous trouvez le répertoire aux archives départementales de chaque département. La grande nouveauté du fichier immobilier au 1er janvier 1956, c'est que l'on a pu interroger la documentation hypothécaire à la fois par le paramètre personne
et à la fois par le paramètre immeuble, immeuble désigné par ses références cadastrales, mais en cadastre rénové. L'interrogation avec des parcelles en plan napoléonien, ce qu'on appelle l'ancien cadastre, n'est pas possible, on verra tout à l'heure. Donc, quand vous recevez une réponse, vous recevez deux parties. Première partie, les fiches du stock. Ce stock, qui a été donc tenu manuscritement depuis le 1er janvier 1956 jusqu'à l'informatisation, a été numérisé en septembre 2003. C'est un fichier mort. Et on a ensuite un relevé informatisé, qu'on verra tout à l'heure, qui s'appelle Fiji Flux. Le flux, c'est depuis la mise en place de l'informatisation des services de publicité foncière. Donc, dans le stock, étaient tenues des fiches personnelles de propriétaires qu'on a notées à la main, et on rédigeait pour chaque propriétaire titulaire de droit réel une fiche personnelle par commune dans laquelle ce propriétaire possédait des immeubles avec, on indiquait son nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date, le lieu de naissance et le nom du conjoint tel qu'il résultait de l'acte dont on faisait un résumé analytique sur cette fiche personnelle. On tenait des fiches personnelles dans les communes rurales, moins de 10 000 habitants au sens du recensement de mai 1954, le dernier. Les annotations étaient portées sur des fiches personnelles de propriétaires et on avait des fiches personnelles du secteur rural et des fiches personnelles du secteur urbain, dans les villes de plus de 10 000 habitants. Donc, vous avez un exemple de fiche personnelle dans lequel on voit d'un simple coup d'œil que la personne est propriétaire sur la commune de Dreux et sur la commune de Vernouillet. On mettait les noms, les prénoms, la date, le lieu de naissance, le nom du conjoint. Quand le conjoint était complété, c'est qu'il était lui aussi titulaire de droit. Si on ne mettait que le nom et le prénom du conjoint, il n'était pas propriétaire. Et la fiche personnelle se décomposait en 3 tableaux. Le tableau 1, les immeubles urbains, on va voir tout à l'heure, référence aux fiches d'immeubles modèle B, qui étaient les fiches immeubles. Vous aviez les immeubles ruraux, le tableau 2, et le tableau 3, les formalités concernant les immeubles ruraux. Dans le tableau 2, on portait les références cadastrales en cadastre rénové des parcelles dont la personne, au cas particulier François Martin, était titulaire de droit. Et on utilisait les numéros d'ordre, vous voyez, la B14 c'est le numéro d'ordre 1, je vais peut-être le grossir un peu, la B16, la B17, la B18. Et au tableau 3, existaient 2 cadres. Cadre A, on a noté les mutations et servitudes actives, cadre B, les charges, privilèges et hypothèques. Donc, on reprenait dans la colonne immeuble uniquement les numéros d'ordre 1, 2, 3, 4. Ils correspondent, il faut se reporter au tableau 2 pour voir qu'il s'agit des parcelles B14, B16, 17, 18. On a noté la date de dépôt du document, c'est la date d'opposabilité au tiers, le 3 mars 88, le volume et le numéro d'enliassement, de classement dans les archives du service de publicité foncière, et on faisait un résumé analytique de l'acte dont il est possible dans un deuxième temps d'obtenir copie. Vous savez que là, au vu d'une réponse, vous avez qu'un résumé analytique des documents dont le service de publicité foncière tient à votre disposition au moyen de l'imprimé 3236 et demande de copie de documents pour avoir l'intégralité de l'acte. Donc, quand vous faites la demande de renseignement, c'est l'imprimé 3233. Et dans un deuxième temps, si vous souhaitez avoir de plus amples renseignements sur ce résumé analytique, vous demandez directement la copie de l'acte sur l'imprimé 3236. Et on avait un résumé de l'acte, acquisition du 12 février 88, le notaire, maître Dupont, notaire à Chartres, dont le 12 février, c'est la date de signature de l'acte entre les parties. Le 3 mars 88, c'est la date de publication, c'est la date d'opposabilité au tiers. Et donc, M. Martin a acheté de Robert, né le 7 avril 36. Sur la fiche de Robert, né le 7 avril 36, si on l'avait demandé, on aurait vente à Martin. Vous voyez, c'était une relation. Ensuite, au cadre B, vous aviez les charges, privilèges et hypothèques. On avait constitué une servitude de passage au profit de la parcelle B19, le même jour, 3 mars 88, 7340, numéro 3.
Ensuite, il y avait une inscription pour financer l'achat. Eh bien, il y avait eu 50 000 francs 500 000 francs d'empruntés. Les accessoires, c'est 50 000. Ces accessoires, c'est une somme fictive que ne doit pas le débiteur, mais qui permettent aux créanciers de se faire payer sur le prix de vente des immeubles. C'est ça, les garanties réelles immobilières. Et ensuite, on a une troisième formalité dans laquelle M. Martin a renoncé à la servitude de passage qui a été constituée formalité 1. Et on faisait des relations entre les formalités. Alors que si vous obtenez une fiche personnelle, par exemple de cette personne, M. Rivière, Frédéric Olivier Claude, né à Lyon, s'il n'y a pas d'époux, c'est qu'il était célibataire, là il l'avait marqué, on faisait beaucoup d'abréviations parce qu'on faisait tout à la main. Et on a ici, vous voyez au tableau 1, c'est un exemple de fiche personnelle en secteur urbain. Vous n'aurez que la fiche de la personne avec des références XB 473, avenue du Maréchal Monori 197 et la BA 155 avec son adresse. Ça veut dire qu'il faudra, chaque fois que vous recevez ceci, vous devez renvoyer une nouvelle demande payante pour obtenir les renseignements qui concernent la parcelle XB 473 ou la parcelle qui vous intéresse, par exemple BA 155. C'est normal. Donc, vous faites une demande personnelle sur Monsieur Frédéric Rivière, né le 9 avril 1935, vous aurez cette fiche sur la commune de Chartres. Et dans un deuxième temps, il faudra renvoyer une demande sur les parcelles qui vous intéressent. D'ailleurs, dans le support, je vous ai mis là, voilà, il faudra renvoyer une demande payante sur XB 473 et là, vous aurez la fiche de l'immeuble XB 473. Vous voyez la différence? Un, c'est une référence aux fiches d'immeuble. Il faut demander dans un deuxième temps, au moyen d'une nouvelle demande de renseignement, la référence Chartres XB 473 pour obtenir en réponse la fiche d'immeuble. Ce n'est pas automatique. Voilà. Et là, la fiche immeuble, vous avez la chaîne ininterrompue des propriétaires depuis le 1er janvier 1956 jusqu'à la date d'informatisation du service de la publicité foncière concerné. Donc là, vous aviez la première mutation en 1989. Ensuite, vous aviez une attestation après décès parce que Bernard Desraux a acheté avec Rivière. Rivière est décédé. Et ensuite, vous avez une vente à ces acquéreurs. Donc, d'un simple coup d'œil, la formalité qui n'était pas soulignée donnait le dernier propriétaire avant l'informatisation. Voyez, et au cadre B, vous voyez, chaque fois que c'est souligné, c'est que ça a perdu caractère d'actualité. Vous voyez, la radiation totale du 31 décembre 1990, cette inscription a été remboursée, donc on a radié l'inscription. Et là, il en subsistait une autre qui était valable jusqu'en 2008, mais les fiches ont été passées dans le scanner en l'état. C'est l'intelligence humaine qui va actualiser. Si vous ne voyez pas de renouvellement, c'est vous qui devez déduire, bien que ça ne soit pas souligné, que comme nous sommes en 2025, cette inscription est aujourd'hui périmée. Vous voyez, les fiches ont été passées dans un scanner, elles ne seront jamais actualisées. Alors, pour vous aider, hein, je vous ai fait adresser, ou je ne sais pas si c'est fait ou si ça va venir, les conseils pratiques pour la lecture de la fiche personnelle de propriétaire et les conseils pratiques pour la lecture de la fiche immeuble. Donc là, ceux qui ont assisté à la formation, vous serez destinataire de ces deux fiches. Il faudra vous imprimer en format A3 pour que ça soit plus lisible. Ces fiches étaient de format A3, on nous les a numérisées en format A4. C'est la raison pour laquelle il vous faut souvent utiliser la loupe pour les lire. Donc, ça résume tout ce que je vous ai dit. Ça va vous aider à décoder les annotations de la publicité foncière. Une fiche par personne et par commune. Là, d'un simple coup d'œil, on voit que cette personne est propriétaire sur 3 communes, Pont, La Fontaine et Roche. Ici, c'est ce que je vous avais dit, immeuble urbain, il faudra faire une seconde demande pour avoir le résumé des formalités qui intéressent la section AC40 sur la commune de Pont, 20 rue de Paris. Et vous aviez aussi des immeubles ruraux au tableau 2, qui étaient les parcelles AB 101, 102. Vous voyez, c'est plus clair avec ce schéma, ça vous aide à décoder. Et
au tableau 3, formalité concernant les immeubles ruraux, on utilisait les numéros d'ordre. Vous voyez, 1 et 2, on se reporte au tableau 2 et ça vous donne AB101, AB102. Donc, AB101, 102 ont été acquis par acte de maître du rang de Beaulieu pour un prix de 50 000. Et ensuite, on a vendu le numéro d'ordre 1, qui est la parcelle AB101. Donc, on a souligné la formalité puisqu'elle avait perdu caractère d'actualité. Et on a Michel, souligné dans le titre de propriété uniquement le numéro d'ordre 1. D'un simple coup d'œil, on voit que M. Dubois reste propriétaire de AB102. Michel, si vous Et on... pouvez juste couper le partage et revenir sur le partage, parce que je pense que… Ah, euh, excusez-moi. non, non, Oui, c'est… oui, c'est pas automatique sur celui-là. Sur Voilà. Teams, ça l'est, mais Ah, excusez-moi. voilà. Oui, Merci. c'est pas la même configuration. C'est vrai que sur Teams, on navigue d'un onglet à l'autre. Là, effectivement, il faut que je partage à chaque fois. Excusez-moi, hein. Non, non, pas de C'est problème. bien de me le dire, Benoît. Voilà, donc on vous a adressé ou on va vous adresser, je ne sais pas où ça en est, mais ce conseil pratique pour la lecture de la fiche personnelle qui va vous permettre justement de suivre les annotations de la publicité foncière. Et là, on retrouve ce que je vous disais, la personne Dubois Pierre est né le 4 mai 1939 est propriétaire sur 3 communes, Pont, La Fontaine, Roche. Il est propriétaire d'immeubles urbains AC40, mais il faudra renvoyer dans un deuxième temps une demande de renseignement sur AC40 pour obtenir le résumé des formalités qui intéressent spécifiquement AC40 pour avoir la fiche immeuble qui correspond à AC40. Et il a 2 immeubles ruraux AB101, AB102. Le AB101 souligné, ça veut dire qu'il n'en est plus propriétaire. Effectivement, au tableau 3, formalités concernant les immeubles ruraux, on a au cadre A les mutations et servitudes actives, cadre B charges, privilèges et hypothèques. Et donc, les numéros d'ordre 1 et 2 font l'objet de la formalité numéro 1. Cette formalité a été annotée le 26 octobre 89 et le 22 juin 90, on a annoté la formalité de vente du numéro d'ordre 1 qui correspond à la parcelle AB101. Et on faisait des relations entre les formalités. Pourquoi on avait pu vendre et souligner le numéro d'ordre 1? Parce qu'il y avait la vente formalité 2. Et pourquoi il avait pu vendre la formalité, le numéro d'ordre 1 qui était AB101? Parce qu'il en était propriétaire par la formalité 1. Vous voyez, c'était une technique. Et on reportait, vous voyez, la charge qui était au cadre B, elle était reportée à cause de la vente formalité 2 cadre A, elle était reportée sur qui? Sur la fiche du nouveau propriétaire. Ce Donc, sont les garanties. pour information, juste rapidement, pour aussi te permettre de reprendre un peu ton souffle, oui, tous les supports seront partagés et nous vous les partagerons par mail, mais en fin de webinaire aux personnes qui se sont connectées. Inscrites. Voilà. Oui, c'est normal. C'est normal parce qu'il y a toujours plus d'inscrits que de participants. Voilà. Voilà. Que ça soit efficient. Pour Voilà, information. vous l'aurez, ça vous permettra de décoder les réponses des services de publicité foncière parce que vous avez les explications. Vous voyez, on vous dit que le soulignement signifie que la notation a perdu son caractère d'actualité. Quand je faisais des formations au géomètre avec la société, la Publitopex, qui s'appelle Novendi, là maintenant, eh bien, certaines ne savaient pas ce que signifiait le soulignement. Ça veut dire que ça a perdu caractère d'actualité. Alors, c'était à l'encre rouge. Mais là, bien sûr, c'est en gris, hein, vous ne le voyez pas, mais à l'époque, c'était en rouge sur les fiches. Et perte partielle du caractère d'actualité, eh on ne soulignait que le numéro 1, là, vous voyez, parce que d'un simple coup d'œil, on voit que la personne reste propriétaire du numéro d'ordre 2, on se reporte au tableau 2 et on voit que le numéro d'ordre 2 correspond à la parcelle AB102. Là, ça va vous faire des informations pour arriver à décoder les réponses dans le stock. Le mot reporté signifie que la formalité concernée a fait l'objet d'une annotation de renvoi sur la fiche du nouveau titulaire. C'est la traduction du droit de suite attaché au droit réel. Ça veut dire que quand vous vendez un immeuble, si vous avez une inscription dessus, eh ben, ce n'est pas pour autant qu'elle s'éteint, elle suit l'immeuble en quelques mains qui se trouvent. Ce qui permet au créancier, s'il n'a pas été désintéressé de sa créance, de saisir l'immeuble en quelques mains qui se trouvent et de le faire vendre à la barre du tribunal. Vous voyez, c'est ça l'intérêt des garanties réelles immobilières pour les créanciers. Ils sont sûrs d'être payés, mais pour être payés, il faut faire vendre par une procédure qui s'appelle la saisie immobilière. Et quand c'est en vente amiable, c'est le notaire qui est chargé
de répartir le prix de vente en fonction des créanciers inscrits révélés par la réponse à la demande de renseignement hypothécaire. Et vous voyez l'importance du service de la publicité foncière. C'est en prise avec la réalité économique. Chaque fois que vous faites une vente, eh bien, le notaire vous donnera la totalité du prix de vente à la condition qu'il n'y ait pas de créanciers inscrits. S'il y a des créanciers inscrits, on va désintéresser les créanciers qui étaient sur l'immeuble à hauteur de l'encours de leur créance, c'est-à-dire ce qui reste à payer. Si votre maison brûle et qu'elle était assurée, eh bien, l'assureur va vous demander une réponse à une demande de renseignement hypothécaire pour être payé du montant de la maison qu'il avait assurée. Et ensuite, s'il reste de l'argent, eh bien, on vous le donnera à vous. Mais voilà, ça sert à débloquer des fonds. Ça vous sert aussi dans les bornages à vous assurer que la personne qui se prétend propriétaire est le véritable propriétaire d'après acte. Voilà, et donc vous avez des abréviations qui étaient fréquemment utilisées. Donc vous avez quelques abréviations qui sont décodées. Excusez-moi. Voilà. Parce que tout ce fichier était tenu manuscritement et dont les fonctionnaires du service de publicité foncière avaient l'habitude d'utiliser des abréviations pour gagner du temps. Puisqu'à l'époque, c'est eux qui délivraient les renseignements. On ne soupçonnait pas qu'en 2025, c'est vous qui liriez les fiches carton. Puisque eux, ils étaient habitués à ces abréviations. Donc, on est obligé de vous donner le glossaire des abréviations afin de vous permettre de décoder les informations. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant à voir. Donc, Michel, je prends juste une question en passant. On nous demande là sur les parties plus modernes, on a une référence qui correspond au bureau qui a publié l'acte. Et là, dans les fiches cartonnées, est-ce qu'on a également cette référence quelque part? Elle est tatouée en haut à droite. Alors là, dans les exemples, je ne l'ai pas, mais elle est tatouée à peu près à ce niveau. Vous le voyez là? Là, à peu près là. Vous avez le code sagesse du bureau qui a publié. Dans le flux, on le verra tout à l'heure, c'est avant le volume numéro, ils appellent ça référence d'aliasement. Vous avez, mettons, le VAN, par exemple, 564P01, eh bien, ça sera dans le flux, dans la partie informatisée, ça sera 564P01, volume 2012P numéro 13. Et là, sur les fiches carton, vous trouverez ici 564P01, à peu près à ce niveau-là. En haut à droite des fiches carton dans le stock. C'est très bien. Très bonne question. Voilà. Non, bah, très bien, merci. Voilà. Et là, vous avez un exemple de fiche immeuble, mais en copropriété, qu'on appelait la fiche générale FG ou la fiche du sol. Donc, c'est ici qu'on reconnaît que c'est une fiche générale. C'était marqué ici, FG, fiche générale. Là, ils l'ont écrit en entier. Des fois, vous aurez que FG, ils abrégé. Hein. Grenoble, AT 95, rue des Enfants Sages. C'est joli, ça, numéro 89. Et là, on portait sur la fiche du sol tous les numéros de lot de la copropriété. Et au fur et à mesure de la commercialisation, on indiquait FP. FP, ça signifie fiche particulière. Cela signifie qu'il y a une fiche pour le sol Grenoble AT 95 que nous avons sous les yeux et il y a également une fiche pour Grenoble AT 95, lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, lot 5 et lot 6. Les 6 lots ont fait l'objet d'une création d'une fiche particulière. Lorsqu'il n'y a pas de FP devant, ça veut dire que la fiche n'existe pas et qu'elle est toujours la propriété de celui qui a fait l'état descriptif de division ou du promoteur, si c'est un programme immobilier. Ça peut être des pistes. Voilà. Vous pouvez avoir également des fiches personnelles dans lesquelles le texte, vous voyez, dont les annotations débutent dans la colonne immeuble. Vous voyez ici, c'est écrit sur les deux colonnes et vous n'avez rien ici au tableau 2. Je vous ai bien précisé en début de séance, mais peut-être que je l'ai dit, vous n'avez peut-être pas retenu, mais on ne faisait des annotations d'immeubles par les références cadastrales, mais qu'en cadastre rénové. Et à chaque fois que vous trouvez des annotations
porté dans les deux colonnes, le texte démarre directement dans la colonne immeuble, cela signifie que c'est la transcription d'une formalité en cadastre non rénové, pour laquelle aucune concordance ne peut être faite par le service de publicité foncière avec le plan cadastral actuel. C'est-à-dire que c'est à vous qu'il appartient de superposer le plan cadastral nouveau avec le plan napoléonien que vous trouvez aux archives départementales et peut-être pour les Parisiens à Auxerre, au service de publicité foncière d'Auxerre, je ne sais pas, pour dire avec certitude que AB20, un cadastre rénové, correspond à G20 petit p dans le plan napoléonien. Le SPF ne vous est d'aucun secours. Nous n'avons que les titres de propriété, nous n'avons pas les plans. D'ailleurs, les notaires, je leur conseille régulièrement de faire appel au service d'un géomètre pour faire cette superposition, parce que c'est un peu votre métier, alors que les notaires ne sont pas toujours à l'aise avec ce type de superposition. Pour éviter que le notaire qui a fait after work et qui a mal superposé, eh ben, nous dise que AB10, ça correspond à G20 petit p, et l'année d'après, il voit qu'il a mal superposé. Il faudra qu'il écrive que AB10 et AB11, le petit bout de 5 centièmes qu'il n'avait pas vu, correspond à G20 petit p tel que ça figurait dans le titre de propriété de vos clients. Vous voyez, c'est ça le plan napoléonien. Voilà, vous en avez un autre exemple, tout ça. Alors, toutes les grandes villes ont été rénovées tardivement, hein, dans les années 75, 76. Je crois que la dernière, c'est Bordeaux, en 1983. Hein. Donc, vous avez encore du plan cadastral napoléonien, qu'on appelle l'ancien cadastre. Donc là, c'est pareil, hein, quand vous voyez toujours les informations qui démarrent dans les deux colonnes, c'est toujours pareil, c'est la transcription d'une formalité en cadastre non rénové pour lequel aucune concordance ne peut être faite par le service de publicité foncière avec le plan cadastral actuel. Et vous avez la même chose en secteur urbain. Suite à une demande de renseignement personnel, le service de publicité foncière vous a donné la fiche du propriétaire. Donc ça, bon, on a masqué pour des raisons de confidentialité, bien sûr, mais vous aurez au tableau 1, référence d'immeubles pour les immeubles urbains, aux fiches d'immeubles, vous n'aurez pas de section et de numéro de plan. Vous n'aurez que la rue. Donc là, on vous l'a agrandi, rue Théodore Géricault numéro 1 et 1 bis et 45 rue Albert Lacour. Lorsque vous êtes confronté à cette réponse, c'est incomplet. Vous n'avez pas le texte des formalités. Il faudra faire une deuxième demande. Donc, il faut envoyer une nouvelle demande de renseignement payante, bien sûr, au service de la publicité foncière en indiquant l'identité du propriétaire, les références cadastrales des immeubles en cadastre rénové, mettons AB20, et sous votre responsabilité, vous devez écrire figurant l'ancien cadastre sous G20 petit p, par exemple. C'est à vous à écrire les formalités ancien cadastre pour que le SPF vous délivre les 3 fiches immeubles, vous voyez, dans lesquelles il n'y a pas de section et de numéro de plan, mais qui sont classés à la rue, avec la référence en plan napoléonien. Donc, le rural, c'est comme ça, c'est écrit sur les deux colonnes, celui-ci ou celui-ci, là, voilà. Et l'urbain, vous aurez que la rue. Vous n'aurez pas la section et le numéro de plan qui s'affiche. Ça, c'est du plan napoléonien. Donc là, il faut faire en plusieurs fois. Il faut utiliser plusieurs fois le service géofoncier. Voilà ce que vous pouvez trouver dans le stock. Ensuite, on arrive au flux. Le flux, c'est un relevé informatisé des formalités publiées dans le service de publicité foncière depuis la mise en place du fichier informatisé. Il faut savoir que les premiers SPF de France à titre expérimental qui ont été informatisés, c'est en 1998, c'est Paris 2 et Arras. Et ensuite, de juillet 1999 à juillet 2003, sur 4 ans, on a passé tous les services de publicité foncière de France du tout papier au tout informatique. Ça a été un choc violent. Hein. On est passé du tout papier au tout informatique. Beaucoup de nos collègues qui avaient les conditions d'âge en ont profité pour partir à la retraite parce qu'ils n'avaient jamais vu d'ordinateur de leur vie. Il faut le savoir, ça a été un choc violent. Donc, est-ce que vous trouvez dans le flux, vous trouvez le certificat du service de publicité foncière, le relevé des formalités publiées.
le relevé des formalités reportées, le certificat de dépôt, et c'est très mal placé, et vous trouvez en dernier l'annexe à l'état réponse. Donc, quand vous recevez une réponse à une demande de renseignement, la clé, c'est de commencer l'analyse par l'annexe à l'état réponse. L'annexe à l'état réponse, ça retrace ce qui a été retenu par le système informatique pour vous donner la réponse. Donc, il faut que les paramètres qui figurent dans l'annexe à l'état réponse soient strictement conformes à ce que vous demandiez. Des fois, il y a des erreurs. Il faut que vous regardiez. Alors maintenant, avec la dématérialisation dont vous bénéficiez, normalement, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Mais au temps du papier, quand vous envoyez au SPF, c'était le SPF qui retranscrivait les informations que vous aviez envoyées sur une demande de renseignement papier. Et parfois, les SPF, ils se trompaient. Ils se trompaient dans la commune, ils se trompaient dans la section, le numéro de plan. Donc, l'annexe à la réponse à retenir, c'est le document à analyser en priorité. C'est le document qui a servi à établir la réponse. Il est mal placé, je le reconnais, il est à la fin, mais d'ailleurs, pour les notaires, ils l'ont déplacé, ils l'ont mis en tête, puisque c'est ce qu'il faut analyser en premier. Bon, pour vous, c'est l'administration, ça ne sera pas déplacé, donc vous irez à la fin, regarder l'annexe à l'état réponse. Alors, on va étudier ce que ça veut dire. Dans Géofoncier, en fait, pour complément, l'annexe à l'état réponse là est un document séparé. Donc en fait, vous pouvez télécharger séparément d'un côté l'état hypothécaire et de l'autre l'annexe. Mais les deux documents sont séparés. C'est comme ça que ça nous a été fourni par notre partenaire, la DSN. Voilà, donc vous le retrouvez pour chacune de vos demandes. Vous aurez ces deux documents accessibles. Voilà. Parce qu'au début, dans l'administration, quand elle répondait, c'était deux documents. Et après, ils l'ont fusionné. Mais c'est bien. Peut-être qu'à terme, la DSN vous le fusionnera. Ce sera plus simple. Mais voilà, nous, au début, on a connu avec deux documents, monsieur Benoît. Tu vois, c'était pas D'accord. mal. Là, c'est vrai qu'on pourra les fusionner peut-être à terme, mais en tout cas, pour l'instant, la DSN nous fournit ça sous forme de deux documents séparés. Voilà. Donc voilà, donc n'oubliez pas de télécharger l'annexe à l'état réponse et de commencer l'analyse par l'annexe à l'état réponse. Je vais vous donner des exemples, bien sûr. Alors, on va commencer par le certificat du SPF. Si j'arrive bien Voilà, le certificat du SPF, parce que l'État certifie ses renseignements. Donc, vous avez une demande de renseignement faite par une consoeur, laquelle avait déposé le 25 janvier 2024. Eh bien, certificat, vous voyez, ça c'est le SPF qui a délivré les renseignements. Le service de publicité foncière certifie que le présent document qui contient les éléments suivants pour la période de publication du 1er janvier 1974 au 11 décembre 2023, qui est la date de mise à jour du fichier, il n'existe au fichier immobilier non informatisé que les seules formalités figurant sur la face de fiche jointe. Mais ça, c'est le stock. Fichier non informatisé, c'est Fiji stock. Ça, c'est le stock. Alors, je vous ai expliqué que le fichier immobilier a été mis en place au 1er janvier 1956, mais l'État ne certifie ces renseignements que depuis 50 ans du jour du dépôt de la demande. Donc, la demande ayant été déposée en 2024, c'est normal que la réponse démarre au 1er janvier 1974. Là, on est en 2025. Toutes vos demandes qui sont déposées en 2025 démarrent période de certification de l'État au 1er janvier 1975. Et bientôt en 2026, elles démarreront ici 1er janvier 1976. Mais on vous donne bien les renseignements depuis le 1er janvier 1956. Mais c'est un problème de certification. Ça veut dire que vous ne pourriez pas engager la responsabilité de l'État à raison d'annotations erronées qui auraient été portées sur les fiches cartons du stock entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1974, puisqu'on est en 2025, et bientôt jusqu'au 31 décembre 1975. C'est juste un problème de certification. Donc, vous avez la première période ici au fichier immobilier non informatisé. Les seules formalités sur la face de fiche, c'est le stock. Vous marquerez chez vous. Et ensuite, vous avez trois formalités dans l'état réponse 6 juin. Ça, c'est l'état réponse informatisé. Ça, c'est le flux. La première ligne, c'est le stock. La deuxième ligne, c'est le flux. Et troisième ligne, vous avez le certificat de dépôt. Je vais vous décoder ce que ça veut dire après.
qui prend le relais. Le fichier immobilier s'arrêtait au 11 décembre 2023, donc le certificat de dépôt part du lendemain, donc le 12 décembre 2023, jusqu'au, et ça c'est un butoir, toute demande déposée le 25 janvier 2024 doit être certifiée par l'État au jour du dépôt de la demande, au 25 janvier 2024, quand les demandes portent sur des immeubles, des références cadastrales. Donc c'était le cas de la consoeur, donc ça portait ça démarre au 1er janvier 1974 pour la période de certification, mais c'est délivré depuis 1956, c'est juste un problème de certificat. Mais le terme de la demande, c'est obligatoirement le 25 janvier 2024. C'est quelque chose le 26, c'est normal, vous ne l'aurez pas. Et ça, c'est la date à laquelle le document est délivré. Donc, ce n'est que le 26 janvier 2024 que les fonctionnaires ont fini de lire tous les documents déposés jusqu'au 25, ça veut dire. Voilà ce que c'est le certificat du service de publicité foncière. Ensuite, vous avez en haut de chaque page, il faut être vigilant, il faut lire le haut de chaque page, le relevé des formalités publiées. C'est la liste des formalités qui ont été publiées depuis l'informatisation. Donc, ça démarre à 1, ça ne veut pas dire que c'est depuis 1956, c'est la première formalité depuis l'informatisation de ce SPF. Et donc, cette formalité vous a été délivrée parce qu'il y a au moins un des paramètres de votre demande de renseignement qui figure dans ce document qui a été publié. Donc là, c'est obligatoirement ou le paramètre CD43 ou la société SCI, la Fonde Mogio, qui correspond à votre demande de renseignement, qui a permis la délivrance de cette formalité. Pour qu'une formalité vous soit délivrée, il faut qu'il y ait parfaite concordance entre un paramètre de votre demande de renseignement et un paramètre qui figure dans le document publié. Si c'est discordant, il faudra renvoyer une demande payante pour obtenir le renseignement. Ce n'est pas parce que vous avez versé un paiement que vous aurez une réponse. Vous aurez une réponse qu'à la condition qu'il y ait le même paramètre dans votre demande de renseignement que le paramètre qui figure dans un document publié. Vous voyez, ça complexifie un peu le jeu. Hein. Ce n'est pas automatique. Voilà. Après, vous voyez, le système informatique continue la numérotation. Numéro d'ordre 2. Le 1, c'est le premier document publié dans le fichier informatisé. Le 2, c'est le deuxième document publié dans le fichier informatisé. Donc, par exemple, une division de parcelles. Après, vous avez, il faut toujours lever les yeux, le relevé des formalités reportées. Relevé des formalités publiées, ça concerne mes paramètres, alors que le relevé des formalités reportées, et il faut être vigilant parce que la numérotation est continue. Vous voyez, ça ne repart pas à 1. Donc, à quoi vous le voyez? Mettons, là, vous étiez en 2008, et hop, on repart à 2006. Et c'est ça qui doit vous alerter. Vous voyez, le code sagesse, il est là pour ceux qui me posaient la question, dans le relevé informatisé. Pour les fiches carton, il est tatoué en haut à droite. Ça, c'est le code du service qui a publié à l'époque. Ça, c'est l'Hérault 340 4P01, c'est Montpellier. Tout de suite, vous savez quel est le service qui a publié. Donc, relever des formalités reportées, cela signifie que ce sont des formalités à caractère de charge qui grevaient un immeuble, mais que vous n'avez pas demandé cet immeuble dans votre demande de renseignement. Parce que là, par exemple, vous voyez, la CD28 a été divisée en 92, 13, 14. Donc, vous avez dû demander sur une parcelle fille, CD94. On ne vous donne pas, on va le voir tout à l'heure, le titre de propriété de CD28, mais on vous donne les charges sur CD28. Si vous interrogez sur les filles, vous n'aurez jamais le titre de propriété de la mère CD28, mais vous aurez les charges de la mère CD28. Pourquoi tant de haine? Ben, c'est comme ça, c'est le Code civil qui l'a prévu. La délivrance des renseignements est régie par le Code civil, il faut le savoir. Bon, je vous ai fait grâce des articles du Code civil, vous me croyez sur parole, mais voilà, ça s'appelle le principe de la conformité absolue. Si vous aviez demandé la parcelle CD28 dans votre demande de renseignement, c'est à bon droit que le SPF devait vous donner le titre de propriété de la parcelle CD28. C'est parce que vous avez demandé certainement une des filles CD9114, par exemple, qu'on vous dit qu'elle provient de CD28, mais
vous n'avez que les charges dans le relevé des formalités reportées sur la CD28. Vous n'aurez jamais le titre de propriété de la parcelle CD28. Ceux qui font des bornages, vous avez compris, ne soyez pas trop chiches sur les débours. Parce qu'en milieu rural, il peut y avoir 5, 6, 7 divisions jusqu'à ce qu'on arrive au numéro de plan qui correspond à la parcelle telle qu'elle figurait dans le titre de propriété de votre client. Heureusement que vous avez Géofoncier qui vous permet de remonter la genèse, ce que n'ont pas les notaires, sauf s'ils achètent votre logiciel, là, pour remonter la genèse des parcelles, parce qu'eux-mêmes, ils sont confrontés aux mêmes difficultés que vous. Oui, donc voilà, hein, côté géofoncier, nous avons effectivement, suite à vos demandes, rajouté la possibilité de désigner des références cadastrales anciennes, hein, donc qui vous permettront donc de réaliser les demandes telles que l'exprime Michel, là, hein. Donc ça a été rajouté la semaine dernière. C'est ça, c'est parfait. Parce qu'effectivement, vous ne pourrez obtenir le titre de propriété de CD28 qu'à la condition que vous ayez couché sur votre demande de renseignement CD28, quand bien même aujourd'hui, la parcelle fille s'appelle CD94. Là, vous voyez, la 28 a été divisée en 94. Si vous mettez CD94, ça s'arrêtera là. Provient de CD28 et vous aurez les charges de CD28, une assignation devant le tribunal à comparaître pour réaliser un compromis de vente, mais qui était sur la mer, sur CD28. Mais vous n'aurez jamais le titre de propriété de M. Pérez pour la CD28. Vous voyez pourquoi il faut bien utiliser les désignations cadastrales successives. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent, mais Michel, où est-ce que je m'arrête? Eh ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui figurait dans le titre. Et si vous-même, vous ne le savez pas, mettez suffisamment de désignations cadastrales jusqu'à tomber sur le titre. C'est clair ce que je dis, Benoît, ou pas? Oui, oui, je Parce que pense que souvent, on me dit, mais où je m'arrête dans les divisions, Michel? Et je ne sais pas. Je ne sais pas comment s'appelait la parcelle au moment où la personne l'a achetée. Est-ce que ça oui, s'appelait donc, CD28 ou peut-être sur CD28, il peut y avoir une autre division. Elle peut s'appeler CD4 si 4 a éclaté en 27, 28. Des fois, c'est un tiroir, hein. Les géomètres ou les notaires du rural, ce n'est pas la même vie que les notaires ou les géomètres de l'urbain, dans lequel tu as un numéro de plan et il y a peu de chances pour qu'il change. Alors qu'en rural, c'est souvent beaucoup de divisions, de réunions et tout ça. donc oui, c'est pour ça qu'il y a sans doute un côté un peu itératif, hein, parfois, où comme on ne sait pas Et oui, à où quel niveau s'arrêter? il faut demander, bah, il faut itérer plusieurs fois avant d'avoir la bonne information. Voilà. Et je crois que c'est toi aussi qui me l'avais posé à l'époque quand tu avais fait le premier webinaire. Et voilà, je ne peux pas te répondre parce qu'on ne sait pas ce qu'il y avait dans le titre de propriété si ton client est dans l'incapacité de te le fournir. Parce que les trois quarts du temps, je disais à tes collègues géomètres, et les clients te disent qu'ils l'ont perdu. Et c'est vrai qu'ils ont droit à une copie chez le notaire, mais comme la première est gratuite, souvent, pour la seconde copie, les notaires la facturent. Et souvent, ça fait un électrochoc à vos clients et ils cherchent mieux à la maison, ils le retrouvent. Quand vous leur expliquez que c'est payant chez le notaire à la deuxième copie. Quand vous allez chez un notaire, vous avez droit à une copie de l'acte gratuite parce que vous l'avez payé. Hein. Mais si vous la perdez, eh bien, c'est normal que le notaire refacture la deuxième copie de l'acte, du titre. Parce que si vous avez le titre de propriété sous les yeux grâce à Géofoncier, vous savez à quelle division il faut vous arrêter pour obtenir le titre de propriété de votre client. Mais s'il n'a pas le titre, vous tournez un peu en rond. Voilà, il faut le savoir. Ok, j'en profite peut-être pour juste quelques informations sur des questions, mais après je te laisse continuer. Je Les t'en notaires prie, oui. ont une réponse immédiate par nous, donc oui, hein, donc ils utilisent un logiciel qui s'appelle l'ANF. Alors peut-être que tu pourras en dire un mot, Michel, puisque tu le connais bien et que tu formes des notaires sur Ouais. l'utilisation de Oui, ce oui, logiciel. oui. Mais Je suis formateur national ANF pour les notaires parce que en fait, il faut leur dire qu'il y a deux modes de délivrance. C'est-à-dire le vôtre qui est fait par l'administration, par les fonctionnaires dans lequel vous mâche la réponse, et le système qu'a développé la DSN pour les notaires, qui s'appelle l'ANF, dans lequel le notaire reçoit une réponse brute, mais
partielle, elle n'est pas complète. Et il faut que le pauvre notaire aille se chercher avec une clé informatique dans le stock. Il faut qu'il aille farfouiller les demandes et tout ça. Et il faut qu'il applique les mêmes critères que ceux que je viens de vous énoncer. S'ils n'ont pas mis la désignation de la parcelle mère, eh bien, ils n'auront pas le titre de propriété de la mère et tout ça, sans avoir été formés le moins du monde. C'est pour ça que c'est une chance pour vous que vous passiez par la DSN et que la réponse continue à être fournie par les fonctionnaires, parce que sinon, vous devriez être tous dans les formations de Michel pour connaître les règles, mais à fond, de la délivrance de renseignements, ce que le pauvre notariat a découvert dans la douleur. Si on peut résumer ainsi, parce qu'on leur a vendu du rêve, hein, on leur a dit, vous avez la réponse en 8 minutes, mais on a juste oublié de leur dire, mais elle n'est pas complète. Il faut qu'ils aillent farfouiller, donc il faut qu'ils connaissent les règles de la délivrance, et malheureusement pour eux, on ne leur apprend pas à l'école. Donc c'est le métier que j'ai tant aimé pendant 42 ans qu'on fait faire maintenant aux notaires. On a externalisé la mission. Ça a permis au service de publicité foncière de recouvrer leur retard puisque ça occupait 80% de l'activité d'un service de publicité foncière. L'administration, elle fait faire le travail de ses fonctionnaires par le privé, très forte, hein, comme d'habitude, ce qui lui a permis de dégraisser ses rangs de fonctionnaires. Donc, si les géomètres, vous voulez une application comme celle des notaires, il faut la développer, il faut y mettre du pognon dedans, et il faut former l'ensemble des géomètres et de leurs collaborateurs aux règles de la délivrance. Mais à fond, hein, parce que là, il y a de l'enjeu, quoi. Pour rien louper. Voilà, non, Puisque la réponse est partiellement complète. Je voulais pas qu'on insiste trop sur l'ANF, puisque bon, ça concerne vraiment les notaires. Voilà, c'était juste Oui, pour la culture générale, mais voilà, enfin, peut-être Et qu'on puis c'est un peut. mode de délivrance complètement différent. Ils ont des règles différentes et plus complexes que vous. Par exemple, pour les assises de copro, eh bien, eux, il faut qu'ils marquent toutes les parcelles d'assises, alors que vous, c'est cadeau. On va le voir tout à l'heure, l'administration vous fait cadeau de ça. Donc, vous avez pour l'instant un système qui est très intéressant parce qu'il est supervisé encore par les fonctionnaires. Vous n'êtes pas en roue libre, contrairement au notaire. Excellent. Voilà. Alors, on a une question justement à ce propos-là, mais je pense qu'on va te laisser avancer pour pouvoir arriver à cette Oui, point-là. d'accord. Donc, le relevé des formalités reportées et dernier document que vous trouverez, le certificat de dépôt. Quand vous voyez ceci, le certificat de dépôt, il s'agit de formalités qui ont été juste enregistrées. On a perçu les droits de mutation, mais ce document n'est pas encore traité par le service de la publicité foncière. Il est posé dans les rayonnages du service de la publicité foncière. Son exploitation n'est pas terminée, puisque maintenant, vous le savez, pour qu'un document soit définitivement publié opposable au tiers, il faut qu'il figure ici, dans le relevé des formalités publiées, en haut de chaque page. Donc, certificat de dépôt, c'est un document qui concerne au moins un des immeubles de votre demande, mais vous ne saurez pas lequel, puisque tu n'as pas la liste des immeubles, mais il n'est pas encore traité, il n'est pas définitivement opposable au tiers, ce qui n'intervient que quand la formalité figure dans le relevé des formalités publiées. Et donc, on va arriver au fameux document qui est très, très important, pour lequel vous commencerez l'exploitation de la réponse par la lecture de ça, l'annexe à l'état-réponse, qui retrace les paramètres d'interrogation. Donc là, on est interrogé sur une commune qui s'appelle Moggio, qui est dans l'Hérault, CD30, CD43, CD94. Et quand vous voyez un petit astérisque ici, ça vous met paramètres inconnus de Fidji ou incomplets. Cela signifie que dans la période de l'informatisation d'un Fidji flux, le système n'a trouvé aucun document qui concerne le paramètre Moggio CD30. Mais il faut bien comprendre que ça ne veut pas dire que dans le stock, sur les fiches carton, il n'y a rien. Ce sont deux bases indépendantes. Il n'y a que l'intelligence humaine dont, pour vous, des fonctionnaires du SPF, et pour les notaires, l'intelligence humaine des notaires et de leurs collaborateurs, qui doivent aller, eux, chercher dans le stock s'il y a quelque chose sur CD30. Alors que pour vous, c'est les fonctionnaires qui vont aller voir s'il y a quelque chose sur CD30. Donc, chaque fois que vous avez l'astérisque ici, ça signifie qu'il n'y a rien concernant ce paramètre CD30 depuis l'informatisation. Pas depuis 56, hein, depuis l'informatisation du SPF. Et
Lorsque vous interrogerez, et c'est là la différence avec les notaires, sur un lot de copropriété, vous voyez là, vous avez interrogé sur Montpellier, AP 88, lot 11, et vous avez ce A qui apparaît, délivrance des formalités liées à l'assise de la copropriété, ça veut dire que l'algorithme de recherche a cherché à la fois sur le lot 11 et à la fois sur la parcelle, le sol, AP 88. Ce qui n'est pas le cas pour les notaires. Les notaires, il faut qu'ils fassent une ligne supplémentaire. Le lot 11, mettons, c'est l'appartement qui est sur AP 88, et il faut qu'ils fassent une ligne supplémentaire sur AP 88. Pour vous, comme c'est les fonctionnaires qui traitent, c'est cadeau. Chaque fois que vous interrogez sur le lot 11 de AP 88, l'algorithme cherche à la fois sur le lot 11 de AP 88 et à la fois sur la parcelle AP 88. Donc, vous aurez l'état descriptif de division et vous aurez toutes les formalités. Si le titre concerné AP 88, vous l'aurez. Maintenant, vous le savez, si AP 88 provient de AP 12, il faudra demander AP 12 pour avoir le titre de propriété du sol du promoteur. Toujours pareil. Donc, vous voyez, ça remonte, mais ça ne descend pas. Parce qu'on m'a posé la question l'autre jour. Si vous interrogez Montpellier après 88, ça va s'arrêter à l'état descriptif de division. J'avais un géomètre qui m'interrogeait. Il était surpris de rien avoir sur les lots. C'est à vous à renvoyer une demande payante sur les lots qui vous intéressent. Vous voyez comment ça fonctionne? Si vous interrogez sur un lot, ça cherche sur la ou les parcelles d'assises, mais dans l'autre sens, ça ne descend pas. Si vous ne mettez que la parcelle d'assises, ça va s'arrêter à la formalité d'état descriptif de division. Vous saurez que la copropriété a été divisée en 6 lots. Il faudra interroger sur les 6 lots, ou là, 12 lots, parce que là, il y a un lot 11, peu importe. Et il faudra renvoyer une demande sur les lots qui vous intéressent. OK? Et Michel, là, on a des questions à propos des volumes. Alors, est-ce que pour les volumes, ça descend aussi. Pardon, ça remonte aussi, ça ne descend pas. C'est la même règle que pour les lots. Si tu as un volume, si tu as le lot 11 sur le volume 3 de AP88, ça cherche à la fois sur le lot 11 sur le volume 3 de AP88, à la fois sur le volume 3 de AP88 et à la fois sur la parcelle AP88. C'est jackpot. Alors que les pauvres notaires, ils sont obligés de coucher une ligne pour le lot 11 du volume 3 de AP88, une ligne pour le volume 3 de AP88 et une autre ligne sur la parcelle AP88. Imagine? Mais ils ne sont pas du tout habitués à ça. Donc, leurs dossiers ne sont pas du tout sécurisés, tout ça. Je les engueule tout le temps, ça ne va pas. Parce qu'ils étaient habitués à Fidji, et Fidji, c'est cadeau, on te donne tout. Pourquoi tant de haine? Eh bien, on a voulu les responsabiliser pour qu'ils fassent des assises de copropriété parfaites. Et j'en profite. Alors effectivement, si on mentionne une seule parcelle d'une assiette, est-ce qu'on doit mentionner toutes les parcelles de l'assiette ou pas? Toutes, sinon vous n'aurez rien sur le lot. En ne mentionnant qu'une parcelle, ça va s'arrêter à l'état descriptif. Parce que le lot, il ne repose pas sur AP88, mais après 88, 9 et 10. Si tu mets AP88 lot 11, ça ne cherchera pas sur le lot 11 de AP88, 9 et 10. Ça va s'arrêter à l'état descriptif et dans lequel tu verras que AP88 forme avec AP89 et AP90 un état descriptif de division. Il faudra renvoyer une nouvelle demande payante en mettant le lot 11 sur AP88, 89 et 90. Et là, tu auras la réponse. Ok, merci. Il vaut mieux le savoir. Question. Oui, c'était la question. Merci. Eh bien oui, c'est très important. Hein. Et ça s'apprend. C'est comme les notaires. Les pauvres, on ne leur a jamais donné le mode d'emploi. Ils sont de nuit sur l'autoroute, hein, dans le brouillard, avec un bandeau sur les yeux. Donc, ce qui nous permet d'aborder les changements de consistance. On appelle le changement de consistance, c'est la sémantique et les divisions ou les réunions. Pour illustrer la théorie, je vous l'ai mis. La parcelle AB1 est divisée en AB2 et 3 par PV de cadastre, où le lot 6 en copro est divisé en 25, 26, et les volumes 1 et 4 sont réunis en volume 12. Donc, division-réunion, on appelle ça des changements de consistance. Donc, pour les divisions-réunions, vous aurez le relevé des formalités reportées, les charges sur les mères. Donc, en cas d'interrogation sur les parcelles, les lots, les volumes mères, il n'y a que 3 choix possibles, parcelles, lots, volume, on ne descend pas. Donc, pas de délivrance sur les parcelles, les lots, les volumes filles. Si vous interrogez sur AB1, vous aurez le PV de cadastre AB1 divisé AB2 et 3
Mais comme vous n'avez pas mis sur votre demande de renseignement AB2 ou AB3, ça ne descend pas. Il faudra renvoyer une demande sur AB2 et AB3. C'est le principe de la conformité absolue. Si vous interrogez sur le lot 6, on va vous donner le modificatif de DD qui a divisé le lot 6 en 25-26, mais on ne descend pas. Si vous voulez savoir si le lot 25 est vendu ou 26, il faudra renvoyer une demande payante sur la copropriété sur les lots 25 et 26. Et les volumes 1 et 4 réunis, ça va vous donner l'état descriptif de division volumétrique qui réunit les volumes 1 et 4 en 12. Mais si vous voulez savoir si le 12 est vendu, le volume, il faudra renvoyer une demande payante. Ça ne descend pas. Et à l'inverse, si vous interrogez sur les filles, les parcelles AB2, AB3, les lots 25, 26, le volume 12, ça va vous donner le PV de cadastre, le DD modificatif, le DD volumétrique modificatif, mais vous n'aurez pas le titre de propriété de la parcelle mère AB1. Vous n'aurez pas le titre de propriété du lot de copropriété 6. Vous n'aurez pas le titre de propriété des volumes 1 et 4, mais vous aurez les charges de AB1, les charges du lot 6, les charges des volumes 1 et 4 dans le relevé des formalités reportées. C'est la traduction du droit de suite attaché au droit réel. Et donc, point de vigilance, mais ça, c'est les notaires qui sont obligés de le faire, mais vous, c'est les agents du service de la publicité foncière, ils doivent vérifier dans le stock qu'il n'y avait pas de charge, parce que sur AB1, sur le lot 6, sur les volumes 1 et 4, si c'était dans le stock avant l'informatisation, parce que comme ce sont deux bases indépendantes, il n'y a pas de report des charges du stock dans le flux, deux bases distinctes. C'est pour ça, hein, vous avez encore de la chance que ce soit des fonctionnaires qui vous fassent les réponses. Quand le jour où vous développerez une application, vous verrez que c'est autrement plus complexe. Pour aller chercher comme les notaires dans les fichiers de la DGFiP. On continue. Donc, les changements de consistance, c'est les divisions, les réunions. Les changements de désignation, c'est le PV de remaniement. La parcelle AB1 qui devient BC10. Mais c'est la même parcelle, c'est pour des raisons de lisibilité du plan, pour une meilleure imposition à la taxe foncière. On refait le plan à une autre échelle pour que ça soit beaucoup plus lisible, que l'imposition du bâti soit de meilleure qualité. Le lot 2, qui était une cave, devient le lot 15, un studio. Ça, c'est Marseille. À Paris, ça s'appelle un souplex. En province, un studio. Mais c'est le résultat, c'est le même. Tu vois le pied des gens devant le soupirail. Donc, c'est lié. Et le volume 1 qui devient le volume 9 parce que les cotes NGF avaient été mal calculées au départ. On en est déjà, l'immeuble n'est pas sorti de terre, on est au troisième modificatif de l'EDD volumétrique. Comme ça. Eh bien, Fidji, ça cherche à la fois sur l'ancienne et sur la nouvelle désignation, quel que soit le paramètre interrogé. Que vous interrogiez sur AB1 ou sur BC10, ça cherche sur les deux. Sur le lot 2, sur le lot 15, ils sont liés. Ou le volume 1 devient le volume 9, indifféremment, vous en mettez qu'un, ça cherche sur les deux, à la condition, bien sûr, que la formalité de PV de remaniement, d'état descriptif de division modificatif ou d'état descriptif de division volumétrique soit publiée. Ça veut dire qu'il figure dans le relevé des formalités publiées. Là, le lien a été fait. Tant que le remaniement, le DD modificatif ou le DD volumétrique modificatif figure dans le certificat de dépôt, le lien n'est pas fait. Ce sont deux paramètres distincts. AB1 n'est pas encore égal à B10, puisque c'est dans le certificat de dépôt, ce n'est pas encore publié. Le lot 2 n'est pas encore égal au lot 15, ou le volume 1 n'est pas encore égal au volume 9. Cela n'intervient que lorsque le remaniement, le DD modificatif ou le DD volumétrique modificatif figure dans le relevé des formalités publiées. Donc Michel, pour information timing, hein, donc il nous reste à peu près un quart d'heure. Si on veut laisser un quart d'heure de... Ouais. On a presque fini là, parce qu'on a abordé les assises de copro, c'est un peu plus complexe parce que tu as à la fois des changements de désignation et des changements de consistance. Dans le lot 6 de AB1 qui devient le lot 6 de AB2 et 3 parce que l'assise a changé
Eh bien, si tu te places au niveau du lot, pour le lot 6, c'est un changement de désignation. Donc, on applique les règles propres au changement de désignation. L'algorithme va chercher à la fois sur le lot 6 de AB1 et à la fois sur le lot 6 de AB2, à condition que le PV de cadastre ou le modificatif qui a changé l'assise figure dans le relevé des formalités publiées. Il faut toujours que ce soit publié, hein. Alors que si tu descends de niveau, pour les parcelles de l'assise AB1, 2 et 3, AB1 ayant été divisé AB2 et 3, pour les parcelles, c'est un changement de consistance. Donc, si tu interroges sur AB1, ce sera délivré la division AB2 et 3, mais rien sur AB2 ou AB3. C'est toujours les mêmes règles. Et si tu interroges sur les filles, on te dira qu'elles proviennent de AB1, AB2 et AB3 proviennent de AB1, mais tu n'auras pas le titre de propriété de AB1 et tu auras les charges de AB1 ou dans le relevé des formalités reportées. C'est toujours les mêmes règles qui s'appliquent. Voilà, après, il nous reste les 3 types de demandes. La demande réelle, qui porte que sur des paramètres immeubles sans aucune indication de paramètres personne. Tout immeuble doit être désigné par ses références cadastrales, qui sont la commune, la section, le préfixe de section s'il y a lieu, le numéro de plan qui sont attribués par le service du cadastre. Pour les parcelles, les lots de lotissement, les numéros de lots de lotissement ne doivent pas figurer sur les demandes de renseignement. Et le numéro de lot de volume en chiffres et pas en lettres. Le volume, c'est la représentation en 3 dimensions du droit de propriété sans aucune existence de partie commune. Et pour répondre à votre interrogation, eh lorsqu'on a une assise de copropriété, il faut mettre l'ensemble des constituants de l'assise. À défaut, vous n'aurez rien sur les lots ou sur les volumes interrogés tant que vous n'aurez pas mis la bonne assise. Donc, pour les copropriétés simples, il faut mettre toutes les parcelles de l'assise. Pour les copropriétés érigées sur des volumes, toutes les parcelles d'assises ventilées entre les volumes concernés plus tous les volumes concernés, parce que les volumes peuvent reposer sur une ou plusieurs parcelles. Donc, attention à mettre toutes les parcelles quand le DD volumétrique portait sur plusieurs parcelles. C'est pas évident, hein. Et la copropriété mixte, c'est à la fois sur des volumes qui reposent sur une ou plusieurs parcelles et des parcelles indépendantes. Donc, l'identification doit être effectuée en cumulant les modalités de désignation ci-dessus, parcelles et volumes. Donc, des fois, dans certains SPF, vous le verrez dans l'annexe à l'état-réponse, ils ont été mignons. Ils vous ont rajouté la bonne assise. Ils n'ont pas à le faire, hein, mais c'est cadeau. Là, ça vous coûte une boîte de chocolat à la fin de l'année. Donc, comment vous le voyez? Vous avez votre annexe à l'état-réponse, vous avez votre saisie incomplète, et vous voyez que dessous, il y a une deuxième ligne, et bien c'est le SPF qui a rajouté la bonne assise pour que vous ayez quelque chose sur les lots et les volumes. Mais ce n'est pas obligé. Donc, dans les SPF où ils vous font ça, ou une bouteille de champagne ou des chocolats à la fin de l'année, hein, pensez-y, parce que sinon, il faut renvoyer une demande jusqu'à ce que vous trouviez la bonne assise. Il faut faire en 2 temps. Donc, les 3 inconvénients des demandes réelles, ça coûte cher. Un paiement forfaitaire par immeuble interrogé. Les divisions, on appelle ça les changements de consistance en division réunion de parcelles, de lots, de volumes. Et les divisions, c'est très fréquent en milieu rural. Maintenant, vous connaissez la règle. Tant que tu n'as pas désigné l'immeuble maire, le lot maire ou le volume maire, tu n'auras pas son titre de propriété. Et la faiblesse des demandes purement réelles, ça ne donne pas les changements de nom et prénom des personnes physiques et changements de dénomination de forme de siège des personnes morales. Alors, pour vous, ça a peut-être moins d'importance, mais pour les notaires, oui, il faut qu'ils le sachent. Chaque fois que vous interrogez sur des parcelles, ça ne vous donne pas tout ce qui touche la personne. Après, les demandes personnelles, dans le flux avec Fidji, certains critères, ça aussi, très peu de gens le savent, il n'y a que certains critères qui sont pris en compte pour la recherche. Donc, Fidji limite dans le flux la recherche au nom et date de naissance des personnes physiques et au numéro sirène des personnes morales. Donc, il faut aller vérifier systématiquement l'annexe à l'état-réponse pour contrôler les critères de recherche retenus. Donc, vous aurez quelque chose comme ça. Dans l'annexe à l'état-réponse, vous avez saisi Gourceau Stéphanie, 16 avril 73 à Montpellier. Il n'a rien trouvé, mais comme il bloque aux homonymes, même nom, même date de naissance, il a trouvé une Gourceau Stéphanie Nathalie à 16 avril 73, mais à Conflans-Sainte-Honorine. Et bien, toutes les formalités qui sont délivrées, ça concerne non pas votre client, mais concerne cette personne. Vous voyez, personne retenue pour établir l'état-réponse. Soyez vigilants parce qu'il y a un avocat, il a été me prendre une hypothèque contre celle-là, alors que sa cliente, c'était un homonyme. Ça arrive des fois, vous avez des gens qui ont le même nom, même date de naissance que vos clients, mais ce n'était pas son client. Donc, il a pris une hypothèque, enfin, il a tenté, puisqu'il s'est pris un rejet, de prendre une hypothèque contre une personne qui n'était pas son client.
Vous voyez, parce qu'ils ne savaient pas lire les réponses aux demandes de renseignement. Il faut exploiter pour les demandes personnelles sans indication d'immeuble l'annexe à la lettre de réponse. Il n'y a que là où vous verrez les noms et dates de naissance. Vous le saviez ça? Enfin, non, ils sont trop nombreux pour me répondre, mais très peu le savent. Vous voyez, la demande personnelle, attention, il faut se méfier, il faut bien exploiter l'annexe à l'état réponse. L'inconvénient des demandes personnelles, c'est le coût. C'est un forfait pour chaque personne interrogée. Vous n'aurez pas de certificat de dépôt pour les demandes personnelles. Vous n'aurez un certificat de dépôt, c'est-à-dire la situation, la date du dépôt de votre demande, que pour les demandes réelles ou réelles personnelles, qui portent à la fois sur des immeubles et sur des personnes. En réponse à une demande personnelle, il n'y a jamais de certificat de dépôt. Vous avez la situation à la date de mise à jour du fichier. Donc, si votre fichier de SPF est dégradé, on est au mois de décembre, s'ils sont à juin, vous aurez la situation à juin. Donc, le terme sera la date de mise à jour du fichier, c'est ce que je viens de vous dire. Et surtout, il faut le savoir, chaque fois que vous faites une demande personnelle, vous n'aurez pas tout ce qui touche les immeubles. Vous n'aurez pas les procès-verbaux du cadastre. Vous avez compris, je ne vous encourage pas à faire des demandes personnelles. Trop d'insécurité juridique. Quand vous faites une demande personnelle, tout ce qui est procès-verbaux du cadastre ne sort pas, puisqu'il n'y a pas de personne rattachée à un procès-verbal de cadastre. Il est traité en mode réel. Et donc, ils ne peuvent pas sortir. Il faudra renvoyer une demande payante sur les immeubles pour avoir le PV de cadastre. Et après, il reste les dernières, les demandes réelles personnelles, qui, elles, on met à la fois des personnes et à la fois des références cadastrales. Eh bien, il y a eu, en 2000, on a pondu un décret qui dit que bien que vous ayez mis des personnes et des références cadastrales, eh bien, pour la période postérieure à l'informatisation, c'est-à-dire dans le flux, eh bien, on vous donne toutes les formalités qui se rapportent aux immeubles interrogés, quelle que soit la personne du chef duquel les formalités sont intervenues. Il n'y a pas de croisement. Ça va vous donner tout sous la référence cadastrale. Le paramètre personne est négligé. Donc, pour la période postérieure à l'informatisation, l'état-réponse délivré par le SPF comporte le relevé informatisé de l'ensemble des formalités concernant l'immeuble interrogé, quelles que soient les personnes du chef desquelles elles sont intervenues. Voilà, donc ça, je pense vraiment, c'est une information qui est vraiment intéressante et qui peut être pertinent pour la plupart des personnes de la profession. Hein. Voilà, comment optimiser une demande pour tout ce qui est postérieur à 2000. Vous pouvez faire une demande mixte et en fait, en termes de coûts, vous allez économiser des sommes assez conséquentes. Hein. Voilà, donc j'essaie de le reformuler d'une autre manière, Michel, hein, mais voilà, c'est quand même pour vous dire que c'est une manière assez intéressante d'optimiser vos demandes. En fait, le paramètre personne, ça sert à réduire les coûts. Il faut le voir comme ça. Parce que de toute façon, pour la période depuis l'informatisation, la personne n'est pas retenue. Et pour la période avant l'informatisation, eh bien, on vous donnera l'image de la personne interrogée, de la fiche personnelle. Mais ça veut dire que la personne, elle est propriétaire avant 20 ans, puisque Fidji, les derniers, c'est 2003, il y a 20 ans, quoi, 22 ans même. Donc, depuis juin 2000 et la mise en place de la délivrance informatisée des réponses pour les usagers autres que notaires, parce que les pauvres notaires, ils n'ont pas le même mode de délivrance que vous. Donc, vous, c'est autre que notaire, mais c'est traité uniquement en mode réel dans le flux. Donc, en termes de coût, ça fait une économie substantielle. Vous voyez, si vous faites une demande réelle de 5 parcelles, vous aurez 5 fois le forfait, alors que là, si vous mettez un paramètre personne, vous n'aurez qu'une fois le forfait. Ça vaut le coup. Et vous aurez la même réponse. Donc, il n'y a pas de distinction pour vous, hein, pour les usagers autres que notaires, donc les particuliers, les banques, les huissiers, les avocats. Pas de distinction entre traitement des demandes portant sur des parcelles et les demandes portant sur des lots de copropriété, des volumes. Parce que les notaires, ce n'est pas traité pareil. Donc après, ne pas omettre de doubler avec une demande personnelle si vous en avez besoin. Mais vous, c'est moins important que les notaires. Les actes constatant la publication des changements de nom et prénom des personnes physiques ou des changements de dénomination de forme et de siège des personnes morales, puisque ce paramètre en demande réelle personnelle n'est pas retenu. Donc il faudra doubler avec une autre demande si vous voulez connaître le changement de dénomination, de forme de siège du promoteur ou des choses comme ça. Et dans le stock, avant l'informatisation, le SPF délivrera les images des fiches carton correspondant aux paramètres personnes en secteur rural, les fiches personnelles de propriétaires, ou les immeubles interrogés, ça c'est secteur urbain, on vous donnera les images des fiches immeubles.
Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Michel.